Bonjour Natou. Bonjour Nel. Natou, c'est quoi? C'est un diminutif de Nathalie? C'est le diminutif de Aminatou. Parce que ma grand-mère s'appelait Aminatou. Mais effectivement, mon deuxième prénom, c'est Nathalie. D'accord. Donc les gens ont tendance à penser que Natou, c'est le diminutif de Nathalie. Mais en fait, c'est de Aminatou qui est le prénom de ma grand-mère qui m'a été donné à ma naissance. D'accord. Alors Natou, vous vous appelez Natou Pedro Sakombi. Oui. Vous êtes nigériane. Et congolaise d'origine. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre parcours du départ? Oui, en fait, je suis née à Kinshasa. Et donc, pour la petite histoire, mon père est venu s'installer à Kinshasa, qui était la capitale de la musique à l'époque, parce qu'il était saxophoniste. Il devait faire des études de médecine, mais il a complètement lâché. Et donc, comme il était en conflit avec ses parents, il a tout quitté pour Kinshasa, pour intégrer le grand orchestre de Kinshasa à l'époque, qui était l'Ok Jazz. Et donc, c'est comme ça qu'il a rencontré ma mère. Alors, vous êtes très connue, de plus en plus d'ailleurs, non seulement pour le fait que vous avez fait des recherches, vous avez, je pense, une licence en histoire de l'art. Non, justement, je suis licenciée en lettres modernes. Oui, mais là, j'ai décidé d'entamer donc un doctorat en histoire, justement, parce que je suis vraiment passionnée par l'histoire. Et chose que je ne voulais pas faire avant, parce que j'estime que dans l'historiographie classique, il y a beaucoup trop de faits qui sont falsifiés. Donc nous étudions une histoire qui est falsifiée, où la main de l'homme est venue changer, positionner les choses selon un certain paradigme. Et donc moi je voudrais donc vraiment faire un travail de restauration, notamment là où l'homme noir a participé dans l'histoire. Alors justement, vous sortez votre deuxième bouquin. Tout à fait. Qui s'appelle le maternisme ou le retour du féminin sacré. Tout à fait. C'est quoi ce concept? En fait, le maternisme, qui est une traduction anglaise de motherism, donc qui est un concept qui a vu le jour après les années 90 dans le milieu ouest-africain. Donc ce sont surtout des femmes féministes, il faut le rappeler, des féministes ouest-africaines, donc du Ghana, du Nigeria, du Zimbabwe, qui se sont mises à penser à une nouvelle typologie de la femme africaine post-coloniale. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un bouleversement dans la manière dont la femme était considérée dans les sociétés africaines. Donc avant l'esclavage et la colonisation et après l'esclavage et la colonisation. Donc on a voulu quelque part redonner à la femme ses lettres de noblesse, mais en revenant justement à cette place qui était primordiale et prépondérante qu'on lui avait attribuée dans les anciennes sociétés africaines. Parce qu'on a donc réalisé que la femme africaine, dans les sociétés post-coloniales, avait du mal à s'intégrer ou à trouver une place, en tout cas une place aussi importante qu'elle avait dans ces anciennes sociétés. Mais pourquoi simplement ne pas parler d'afroféminisme? Parce que de plus en plus on entend parler de ça, et les afroféministes contemporaines, si je peux dire, défendent exactement ce courant pour les mêmes raisons que vous évoquez. Alors vous revenez avec un concept de maternisme. Oui. Quelle est la différence clairement avec l'afroféminisme? Déjà, il faut savoir que l'afroféminisme est un courant qui est très récent. C'est un courant qui a vu le jour dans les années 90 dans la diaspora. Donc il faut faire une distinction déjà entre ce qu'on appelle le féminisme africain et l'afroféminisme. Donc on peut dire que l'afroféminisme est la petite sœur du féminisme africain, donc pour reprendre toujours une image féminine de la chose, parce que le féminisme africain a vu le jour en Afrique. Donc, au départ, c'était pour répondre aux injustices que la femme africaine pouvait connaître dans les nouvelles sociétés post-coloniales. Donc, et il faut dire aussi qu'au départ, ce n'étaient pas les femmes qui s'attaquaient aux hommes africains, mais les femmes africaines qui s'attaquaient donc au nouveau paysage post-colonial qui excluait beaucoup trop la femme africaine. Et donc, on condamnait à ce moment-là le colonialisme qui avait laissé des séquelles dans les sociétés africaines. Et ce n'est que plus tard que les femmes africaines vont commencer vraiment à réagir contre l'homme africain, on va dire, en disant que l'homme africain la discriminait, ne lui laissait pas assez de place dans la société. Et donc, du coup, c'est devenu un peu un combat contre le privilège masculin.
qu'on peut voir également aujourd'hui dans le combat des féministes, des féministes occidentales ou alors des afroféministes également. Donc au départ, il s'agissait du féminisme africain et donc l'afroféminisme est né beaucoup plus tard. Mais de ces deux concepts-là, qui sont donc le féminisme africain et l'afroféminisme, il faut qu'il y ait une finalité. Et c'est là où vient justement intervenir le maternisme comme étant un aboutissement. Donc le féminisme africain ou l'afroféminisme seraient des étapes nécessaires donc de la situation de la femme africaine post-coloniale, mais le maternisme serait quelque part un aboutissement, quelque chose qui viendrait donc après une lutte ou un combat, permettre à la femme africaine de se reposer, de respirer et de pouvoir reprendre ce rôle qui lui était destiné. Ce concept vient de vous, il est parti d'où? Cette réflexion, elle part d'où? De vos recherches? C'est un aboutissement d'un processus de réflexion aussi? C'est un aboutissement d'un processus de réflexion, mais qui ne vient pas de moi. Donc, au départ, ce sont des femmes ouest-africaines qui se sont mises à penser justement aux droits des femmes africaines dans ces sociétés post-coloniales dans lesquelles nous vivons encore actuellement. Et ce qu'il faut savoir aussi au sujet du maternisme, c'est que c'était quelque part pour réagir également au féminisme occidental. Parce qu'on s'est rendu compte que les réalités n'étaient pas les mêmes. Donc les femmes féministes occidentales qui, il faut le dire aussi souvent, refusaient à ce que des femmes africaines puissent intégrer leur communauté pour des raisons religieuses par exemple, des raisons culturelles, parce qu'elles trouvaient qu'il y avait beaucoup trop de différences. Et donc c'était quelque part pour réagir, pour dire ok, nous n'avons pas assez de droits dans les sociétés, mais ce n'est pas pour autant que nous pouvons être, comment dire, considérées comme des féministes. Nous sommes des africaines, des femmes africaines qui revendiquons certaines places dans la société, mais selon nos réalités, à nous, dans les sociétés africaines et même dans les sociétés diasporiques. Si je veux faire un résumé, si je veux couper court, je dirais l'afroféminisme s'attaque aux hommes et le maternisme s'attaque aux colons. Non, ce n'est pas vraiment ça. C'est vrai que ce serait une vision un peu simpliste des choses et c'est ce que la plupart des personnes pensent. Le maternisme, en fait, encourage les anciennes perceptions africaines de la place de la femme dans la société, qui était une place qui ne pouvait pas être considérée sans la complémentarité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le paradigme africain, depuis les temps primitifs, depuis les temps très anciens, on considérait que la femme ne pouvait pas, malgré la place prépondérante qu'elle avait, ne pouvait pas agir dans la société ou jouer son rôle de femme sans l'apport de l'homme. Et de la même façon, l'homme ne pouvait pas non plus agir dans la société ou vraiment prendre sa place en tant qu'homme sans l'apport de la femme. Donc il y avait cette notion de complémentarité entre l'homme et la femme qui était très très importante et que nous avons perdu avec le colonialisme qui est venu nous apporter le patriarcat, qui est une notion dans laquelle le père est le chef de famille et où là il n'y a pas de notion de complémentarité. Donc la femme est soumise, comme le dit d'ailleurs, en tout cas comme on le considère dans le monde judéo-chrétien, la femme doit être soumise à l'homme, elle sort de la cote de l'homme, elle est inférieure à l'homme. Alors que dans le paradigme africain, il y a déjà cette notion d'égalité. Donc quelque part, lorsque les femmes africaines qui se revendiquent comme étant des féministes africaines ou bien des afroféministes réclament des droits ou réclament l'égalité entre l'homme et la femme, elles sont quelque part en train de réclamer quelque chose qu'elles avaient déjà au départ. Donc finalement, ces luttes-là étaient nécessaires. Les luttes féministes africaines étaient nécessaires, que ce soit en Afrique ou dans la diaspora, mais à un moment donné, il faut qu'on arrive quelque part. Et donc, le maternisme propose justement un retour en arrière, mais non pas de rester figé dans le passé ou alors d'adopter tout ce qui était bon dans le passé, mais de considérer également la modernité qui exige une réadaptation. Donc se baser sur les principes africains anciennes qui donnaient à la femme une certaine importance, parce que dans le maternisme, il y a la notion de matrice, qui est donc, ça c'est vraiment quelque part la philosophie ou la spiritualité africaine, donc qui accorde à la femme cette place prépondérante, une place de matrice, la matrice de la société, ce qui veut dire que la femme représente l'équilibre, donc elle donne la vie. Et quand elle donne la vie, elle apporte l'équilibre. Elle apporte l'équilibre dans un cycle qui est le cycle de la naissance, le cycle de la mort, etc. Et à partir du moment où il y a une cassure,
dans cet équilibre-là, mais il y a le chaos qui entre. Et c'est comme ça que le chaos serait entré justement dans les sociétés africaines, parce que nous avons perdu cette notion de matrice que représente la femme, en fait. Donc nous avons perdu certains éléments à cause notamment de la colonisation. Tout à fait. Et je trouve un lien avec votre livre précédent qui s'intitulait « Du sang bleu à l'encre noire ». Voilà. Où vous mettez le point sur, vous pointez du doigt tout ce qui a été comme falsification historique. Oui. C'est bien ça? C'est bien ça. Donc finalement, est-ce que la colonisation, finalement, c'est le malheur, c'est le malheur absolu? Exactement. Exactement. Est-ce que c'est pas un peu repousser la faute sur l'autre? Justement, je pense que l'Africain aujourd'hui a assez lutté que pour continuer à rejeter la faute sur l'autre. Je pense qu'il est temps pour l'Africain de se considérer lui-même. On nous a parlé d'indépendance. Quelle que soit la manière dont ces indépendances nous ont été données, quelle que soit la manière dont nous les vivons aujourd'hui, je pense que nous devons prendre nos responsabilités et vraiment nous regarder, nous arrêter justement de pointer toujours les Occidentaux en disant voilà, ils sont responsables de nos malheurs, etc. Nous sommes responsables aussi de nos malheurs dans le sens où quand ces indépendances nous ont été données, nous n'avons pas totalement coupé le cordon et nous avons commencé à construire nos sociétés, donc une nouvelle société post-coloniale selon les paradigmes de nos envahisseurs, ce qui était totalement absurde parce qu'à partir du moment où il y a indépendance, il fallait recréer les sociétés africaines selon nos paradigmes africains. Or nous avons continué dans un espèce de paternisme, on a continué à être dépendants en fait finalement. Le fait de reconstruire des sociétés par exemple toujours selon le mode patriarcal, ce qui est vraiment très éloigné de nos sociétés africaines ancestrales. Voilà, donc c'est pour montrer que nous-mêmes nous avons une grosse part de responsabilité dans tout ça. Vous rejoignez un peu Kanye West, la polémique où il disait récemment que les Noirs ont été ont été responsables de subir la traite des esclaves pendant 400 ans. Je ne suis pas vraiment d'accord avec lui dans le sens où il y a justement, c'est pour ça que je me bats beaucoup pour qu'on puisse rétablir une vérité historique. Ce que la plupart des personnes ignorent, c'est que l'Africain n'a jamais été nonchalant, hein. Donc c'est pas les envahisseurs sont arrivés, les colons sont arrivés ou les maîtres esclavagistes sont arrivés et on s'est laissé faire, on s'est laissé... Non, il y a eu une force de résistance incroyable de la part de l'Africain. L'Africain a lutté bec et ongle. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des livres d'histoire ne le mentionnent pas. Et bon, vous allez me traiter peut-être de féministe, ce que je ne suis pas. Mais il y a eu énormément d'interventions féminines dans ces mouvements de résistance. Lorsque les colons sont arrivés ou les esclavagistes sont arrivés, il y a eu beaucoup de femmes qui se sont levées, notamment dans la région qu'on appelle le Congo. Lorsque les envahisseurs sont entrés dans cette région-là, la première force de résistance qu'ils ont rencontrée, c'était une femme. Au Sénégal, c'était la même chose. Lorsque les Français arrivent pour coloniser le Sénégal, la première force de résistance qu'ils rencontrent, c'est une femme. Donc il y a eu des forces de résistance. Ce n'est pas parce que l'histoire ne les mentionne pas qu'ils n'ont pas existé. Donc dire que les Africains se sont toujours laissés faire, c'est faux. Mais ce qu'il faut reconnaître effectivement, c'est qu'après la période coloniale, il y a eu vraiment une ingérence de la part de ces chefs d'État qui ont été à la tête, en tout cas pour la plupart, hein, ceux qui étaient en train de résister justement ont été tués, il faut le dire. Ils ont été tués 2 mois. Tout à fait. Et ils faisaient partie justement de ces personnes qui voulaient couper le cordon avec les forces occidentales, justement, pour reconstruire une société qui était totalement libre. En ce moment, le bourgmestre de la ville de Bruxelles, Philippe Claus, a accepté, après un long processus de négociation avec des associations africaines de la diaspora, il a accepté de dédier une place à Lumumba. Donc il y aura une place Lumumba désormais à Bruxelles. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai trouvé l'idée, en tout cas lorsqu'on m'en avait parlé, j'avais trouvé l'idée noble, dans le sens où il s'agissait d'Africains qui connaissaient l'histoire de Lumumba et qui estimaient
qu'il n'avait peut-être pas assez été honoré ici en Belgique par rapport à l'image qu'il représente. Surtout, je pense, après toutes les manifestations qu'il y a à chaque fois qu'on se commémore, en tout cas la date du 30 juin, etc. Et donc on a éprouvé le besoin effectivement d'avoir cette représentation de Lumumba dans cette ville de Bruxelles, dans laquelle il y a énormément de Congolais justement. Mais je rejoins l'idée de certains frères qui se sont levés aujourd'hui pour dire que c'est un peu trop facile. Parce que nous savons très bien que dans l'assassinat de Lumumba, la Belgique est impliquée. Il n'y a pas eu, je ne dirais même pas de réparation, mais il n'y a pas eu de justice. L'assassin ou les assassins de Lumumba, en mon sens, n'ont pas payé encore. Donc pour moi, on est en train de brûler des étapes, je pense. Je pense qu'il y a certaines choses à faire, notamment au point de vue juridique, avant de pouvoir décider qu'il puisse exister à Bruxelles une place Lumumba. Donc quand on considère que Lumumba est un martyr, et ça je pense que la plupart des politiciens belges s'accordent à le dire, parce que quand on évoque Lumumba, on dit c'est le martyr du Congo. Mais quand on parle de martyr, c'est qu'il y a des bourreaux. Qui sont ces bourreaux? Et quand on sait que la Belgique est impliquée dedans, je pense qu'il y a quand même, par respect pour Lumumba, par respect pour le peuple congolais, une démarche à faire quant à cet assassinat qui a été opéré à l'endroit de Lumumba, avant de pouvoir penser à ériger une statue ou à penser à une place Lumumba à Bruxelles. Est-ce que vous avez conscience que vous pourrez paraître radical? Oui, tout à fait, je parais déjà radical dans beaucoup de points. Donc, radical, oui. Mais quand on a embrasser sa culture africaine et quand on voit les choses notamment selon une vision spirituelle, hein, ça c'est vraiment un point de vue personnel là que je te donne, Nel, et que je donne aux auditeurs, on se dit que l'âme d'une personne, l'âme d'un ancêtre est très important dans le paradigme africain. Et qu'avant que cette âme, quand on dit que cette âme repose en paix, même dans le paradigme occidental, on dit souvent que ton âme repose en paix, avant que cette âme ne repose en paix, il y a des choses qui doivent être réglées, notamment quand une personne a été assassinée. Dans le paradigme africain, on pense qu'une personne qui a été assassinée ne peut pas éprouver le repos tant qu'il n'y a pas de justice. Et donc moi, en mon âme et conscience, Lumumba, que je considère comme un ancêtre qui continue encore à veiller sur nous, n'a pas pu trouver le repos qu'il devait trouver parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées. Et donc moi, ça me ferait mal de voir qu'il existe en Belgique une place Lumumba, alors que ceux qui ont participé à sa mort sont peut-être encore vivants et n'ont jamais été jugés. Donc c'est vraiment cela, donc on me traite de radical à ce moment-là, je dirais, ben, écoutez, moi je vois les choses selon mon africanité, selon ma culture. Vous êtes également fondatrice, je pense, du magazine Reine et Héroïne d'Afrique. Oui, tout à fait. Oui. Pourquoi ce magazine? Ce magazine en fait est né à partir du... Bon, j'ai créé la structure Reine et Héroïne d'Afrique en 2010. Parce que j'avais découvert que des femmes, justement, avaient joué un grand rôle dans l'histoire de l'Afrique, notamment en lisant Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire de Sylvia Serbin. Et je me suis dit que c'était vraiment injuste qu'on ne puisse pas parler de toutes ces femmes. Donc j'ai commencé à faire des recherches et à donner l'envie aux gens d'en savoir un peu plus sur toutes ces femmes-là. J'ai commencé à écrire des textes que je diffusais au départ sur Facebook. Ensuite, j'ai créé un site internet et je trouvais que en restant dans la sphère virtuelle, je n'arrivais pas à toucher vraiment tout le monde, notamment des femmes beaucoup plus âgées qui n'allaient pas sur internet. Et donc j'ai pensé à une exposition au départ. Donc à une exposition dans tous les événements où on m'invitait, etc. Et là, j'ai pu atteindre en tout cas ce cible-là de femmes plus âgées qui n'avaient pas accès à Internet. Et ensuite, je me suis dit, il faut un support écrit. Et c'est de là qu'est née l'idée de RHA Magazine, donc Reine Héroïne d'Afrique Magazine, dans lequel justement on continue encore à partager les récits de toutes ces femmes qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Vous faites quand même un travail de recherche, un travail de fond. Est-ce que vous comprenez que vous ne puissiez pas être notamment invité sur les chaînes de télévision publiques belges pour parler notamment de ces sujets d'Afrique? Vous pensez que
C'est quoi le problème en fait? Je n'ai jamais été à la recherche justement d'une médiatisation par rapport à mon travail en fait. Hein. Donc ce n'est pas moi. Voilà, tout à fait. Donc moi je n'ai pas, quand je parle de médiatisation, je parle de médiatisation dans la sphère occidentale parce que je suis consciente du fait qu'il y a certaines vérités qui ne pourraient pas être entendues, notamment par rapport à l'écriture de mon livre dans lequel plutôt j'atteste en présentant des preuves irréfutables, des preuves que ce soit historiques, archéologiques, littéraires, des preuves claires qui attestent du fait que le premier être humain à avoir habité cette région qu'on appelle l'Europe était de race noire. Je suis consciente que ces faits-là ne pourront jamais être facilement non seulement acceptés, mais en plus par une personne qui n'est pas historienne, qui est juste passionnée d'histoire. Donc bon, c'est vrai que je n'ai pas poussé la porte vers les médias occidentaux. Ils ne sont pas venus vers moi non plus. Donc pour moi, c'est déjà un signe parce que je pense que si vraiment c'était quelque chose qui les intéressait ou qu'ils prenaient au sérieux, je pense que ces médias-là seraient venus vers moi, effectivement. Alors, on va revenir un peu sur la diaspora. Dans ce terreau, il y a pas mal d'afroféministes, vraiment, de plus en plus. Oui. Et est-ce que vous l'êtes quelque part, finalement? Quand on parle du féminisme, qu'est-ce que c'est le féminisme en fait? Le féminisme, c'est le fait de revendiquer des droits, pour les femmes dans des sociétés discriminatoires. C'est réclamer également l'égalité entre l'homme et la femme. En partant de ce principe-là, je ne peux pas me considérer comme étant féministe parce que je ne peux pas me battre dans une société qui justement ne répond pas vraiment à mes réalités à moi. Donc je parle de la diaspora à ce moment-là. Et si on doit revenir en Afrique justement, je me dis pourquoi ne pas revenir justement à la base de nos sociétés qui mettaient les femmes à leur place, parce que là on est en train de vivre selon un paradigme qui est exogène à nos réalités. Mais je n'ai pas à être égale à l'homme. Et aussi sur un point intéressant que les féministes devraient comprendre, c'est que les féministes de la toute première heure, c'était des femmes justement qui ne réclamaient pas l'égalité entre l'homme et la femme, qui étaient conscientes justement du fait que la femme n'était pas déjà naturellement égale à l'homme, mais qui avait également un peu cette volonté d'entrer dans une espèce de complémentarité. C'est bien après, avec les Simone de Beauvoir, etc., qu'on assiste à une forme de féminisme qui réclame l'égalité avec les hommes. Donc moi, je ne pense pas qu'une femme, ou les femmes peuvent être égales aux hommes dans une société. Je pense que chacun a sa place. La femme a sa place. Et la place que la femme occupe, l'homme ne l'aura pas. Et vice-versa. Et c'est cela qui fait la force justement de chacun. C'est qu'on vit dans la complémentarité. Les afroféministes, je les comprends tout à fait. Ainsi que les féministes africaines. Elles sont dans une démarche qui est tout à fait normale, dans une démarche qui est nécessaire. Et je dirais même le fait que je mette le maternisme en avant, je ne pourrais pas... je boiterais en fait en quelque sorte si je ne m'appuie pas sur le combat des féministes africaines et des afroféministes. Puisque si le maternisme est un aboutissement, donc il y a eu la nécessité qu'il puisse exister un féminisme africain et un afroféministe. Maintenant, mon message à moi face aux afroféministes, c'est de leur dire, vous avez lutté, mais dans chaque lutte, il y a un aboutissement. Ça ne doit pas être un combat éternel, parce que j'ai l'impression, moi, que le féminisme occidental est une lutte incessante et qu'on ne parvient pas toujours à trouver cette égalité entre l'homme et la femme. Il y a toujours une discordance, il y a toujours des problèmes. Donc, quelque part, nous, les femmes africaines, il faut qu'on songe vraiment à arriver à un niveau où on se dit, voilà, nous y sommes. Et donc, je pense qu'aller vers le maternisme, c'est une solution intéressante. Quel est ton regard sur les diasporas africaines, en Belgique particulièrement, au niveau du développement et du continent et de leur communauté ici?
Mais écoute, je suis très admirative, hein, surtout depuis, on va dire, ces 5 dernières années. Très admirative de la manière dont la communauté africaine est en train de s'organiser dans les diasporas, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'est plus seulement dans une logique de pouvoir fuir son continent, parce que ça ne va pas, parce qu'on a envie de se trouver une vie ailleurs. Aujourd'hui, l'Africain est conscient que l'Afrique est une terre d'avenir finalement, qu'il faut reconstruire l'Afrique. Et ce que moi je vois aujourd'hui dans les diasporas, ce sont des Africains qui ont de plus en plus conscience qu'il faut aider l'Afrique et qu'il faut renouer avec l'Afrique. Et pourquoi pas plus tard retourner en Afrique. Et donc c'est vraiment ça qui m'enchante et c'est vraiment ça qui m'émerveille aujourd'hui, c'est de voir ce nouvel Africain-là qui n'était par exemple pas le cas de l'Africain d'il y a 15 ans par exemple, ou si je peux même prendre l'exemple de mes parents qui étaient complètement désenchantés par rapport à la situation en Afrique et qui se disaient il faut partir de ce continent qui meurt pour aller trouver une situation en Occident. Mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Aujourd'hui on se rend de plus en plus compte en tant qu'Africains que finalement nous avons le continent le plus riche, mais que ce continent ne demande que des acteurs qui puissent l'aider à s'en sortir. Et aujourd'hui, je vois ces acteurs dans la diaspora. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'on sent que dans toutes ces démarches qui sont menées par les associations, etc., on sent qu'il y a cette pensée qui est tournée vers l'Afrique et ce n'est que du positif. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner des informations pratiques pour obtenir ton livre? Oui, alors mon livre, vous pouvez le trouver sur mon site, donc Natura, donc NATOURHA.com. Donc voilà, il est disponible. Il sera bientôt disponible sur Amazon également. Donc le titre c'est Le maternisme ou le retour du féminin sacré. Voilà, aux éditions Emergo. Emergo, c'est quelle édition? C'est une édition familiale en fait qui a déjà édité plusieurs livres parce qu'il faut dire que dans ma famille il y a eu des écrivains également, dont mon grand-oncle. Donc on a pensé à une maison d'édition familiale pour pouvoir rééditer certains ouvrages qui avaient déjà été publiés par les membres de la famille auparavant. Et donc voilà, on continue à faire fonctionner cette maison d'édition. Récemment, tu as fait un voyage aux Antilles, il me semble. Tout à fait. Tu as été assez secouée par ce voyage. Pourquoi? Oui. J'ai été secouée positivement. Hein. J'ai été secouée positivement. Et vous savez, le manuscrit qui me permet aujourd'hui de publier le maternisme, c'est un manuscrit que j'ai commencé il y a pas mal de temps, il y a peut-être 5 ans. Parce que je me suis beaucoup intéressée à la notion du féminin sacré en Afrique, de la place de la femme en Afrique. Mais j'ai eu à cœur de sortir cet ouvrage cette année, parce que je suis en train de préparer un autre ouvrage également hein, sur les actrices féminines africaines durant la période des indépendances. Mais j'ai voulu sortir finalement le maternisme avant, parce que justement, le voyage aux Antilles m'a permis de découvrir que le problème de la femme actuelle, de la femme africaine et afrodescendante actuelle, est un problème purement identitaire. Donc, parmi ces femmes et ces femmes, en tout cas ces sœurs, ces mamans aussi parfois qui venaient vers moi, parce qu'il faut savoir que moi, l'image que j'ai eue de ces femmes antillaises, en tout cas celles que j'ai pu rencontrer en Guadeloupe et celles qui venaient même parfois de la Martinique ou de la Guyane et qui venaient vers moi me parler, j'ai ressenti un besoin très fort de pouvoir renouer avec l'Afrique, un besoin plutôt de savoir qui elles étaient, d'où elles venaient, quelle était la place de la femme africaine dans les sociétés. Parce qu'elles se sont rendues compte qu'il y avait un énorme conflit, qu'il y avait beaucoup de familles monoparentales, qu'il y avait beaucoup de divorces. C'est comme s'il y avait une cassure, comme s'il y avait une lutte entre l'homme et la femme africaine. Et quand, je peux même citer Madame Juliette Smiralda, qui est une sociologue martiniquaise, justement, qui a fait un grand travail sur l'identité de la femme africaine
et qui s'est rendu compte qu'effectivement il y a eu un combat entre l'homme et la femme africaine, parce que la femme africaine s'est sentie quelque part abandonnée par l'homme africain, notamment durant la période de l'esclavage, lorsqu'elle a été violée par le colon et que l'homme africain ne pouvait pas intervenir. Et quelque part l'homme africain s'est senti touché dans sa virilité, puisqu'il ne pouvait pas effectivement intervenir. Il avait les mains liées. Quand il voyait qu'on violait sa femme, il ne pouvait pas intervenir. Donc il y a eu, à partir de ce moment-là, des ressentiments qui sont nés dans les deux, en tout cas chez l'homme et la femme africaine. Et du coup, ce conflit peut persister encore aujourd'hui dans différentes formes. C'est comme si on porte en nous les gènes de ce conflit qui a commencé depuis déjà l'intervention du colon, en fait, ou du maître esclavagiste dans nos sociétés. Et donc, j'ai ressenti ce besoin très fort des sœurs et des mamans dans les Antilles, mais que je ressens aussi ici dans la diaspora, ou que j'ai pu ressentir, parce que j'ai vécu quand même en Afrique aussi, et j'ai pu ressentir également chez ces femmes-là comme un besoin de reconnaissance, en fait, de se dire mais pourquoi est-ce qu'on ne reconnaît pas qui nous sommes? Nous donnons la vie, pourtant nous sommes quand même des éléments importants. Pourquoi est-ce qu'on est relégué à des places aussi injustes, etc. Et donc vraiment le maternisme est né aussi, en tout cas le livre, hein, est né aussi de ce besoin de pouvoir donner un support écrit à la femme des Caraïbes, à la femme afrodescendante, à la femme africaine aussi, parce que j'ai ressenti que le besoin était urgent, en tout cas. Et donc voilà, ce voyage en Guadeloupe m'a vraiment beaucoup apporté. Il y a ce voyage que je vais faire en Martinique également. Et justement, je compte ramener l'ouvrage pour vraiment que ce soit un support pour ces femmes-là. Parce qu'il y a tellement de choses riches à y lire, en tout cas en ce qui concerne la femme africaine. Super. Je te remercie pour cet entretien. Merci à toi, Nel. Merci beaucoup.